J'imagine le monde du travail dans 15 ans très riche, avec une vraie coopération intergénérationnelle, puisque dans 15 ans, 30% de la population, ce sera la génération Z, et notre génération sera en retraite. Donc une vraie progression et des échanges et des interactions entre générations qui nous permettra d'avoir une vraie richesse et une vraie collaboration. Bonjour et bienvenue dans Vision, un monde du travail en mutation. Les générations s'entrechoquent dans le monde professionnel. Alors comment se comprendre? C'est le sujet de cette nouvelle émission avec Marie Nolin, consultante RH, management et organisation et experte de la coopération intergénérationnelle. Bonjour Marie. Bonjour Laure. Marie, quelles sont les croyances sur les différentes générations, autant sur les jeunes que sur les seniors? Écoute, croyance, c'est un bon terme. Croyance, tout ce qu'on peut avoir comme préjugés. On peut avoir des clichés surtout. Alors si on fait un point sur les anciens, ou on va dire les seniors, ou les plus expérimentés, je préfère aussi ce terme-là, vont avoir une vision sur les jeunes en termes de jugement, sur le côté très axé sur eux-mêmes, introvertis, très axés évidemment sur le digital, sur leurs écrans. Et puis après, on entend ils sont feignants, ils ne veulent pas bosser, ils ne sont pas très intégrés. Enfin voilà, donc ce côté très cliché sur la vision des seniors. Et à l'inverse, les jeunes vont trouver les seniors un petit peu... je fais attention aux termes que je vais employer, je ne vais pas redire exactement tout ce que je peux entendre, mais pas très ouverts. Tu peux. C'est des clichés, on voilà. a les clichés. Voilà. Donc sur les clichés, sur les seniors, ce que les jeunes peuvent dire, c'est restent sur leurs acquis. Pas très ouverts sur la nouvelle génération, donc évidemment pas très non plus opérationnels sur tout ce qui est digital, tout ce qui est intelligence artificielle. Et en fait, chacun reste dans ses silos, dans ses visions. Et quand il y a, par contre, ça commence à s'ouvrir, l'écoute, et poser des questions, et interagir, et s'intéresser un petit peu sur les visions de chacun, là, on peut avoir des échanges qui sont très intéressants. Sur lesquels on va arriver on va pouvoir échanger. Alors là, je t'ai parlé des deux extrêmes, mais après, tu as aussi des générations entre... Alors, on peut même parler de décennies, oui. Qui est en fait liée à ce qu'on a vécu, etc. Mais on va dire qu'il y a une grande partie... La différence se fait beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur le digital, sur tout ce qui est téléphone, tout ce qui est réseaux sociaux. C'est là où il y a une vraie différence qui se fait sur les visions de chaque génération. Et on va y venir un peu plus tard d'ailleurs. Alors, comment tu es arrivée au sujet de l'intergénérationnel et puis quelles sont tes autres activités? Parce que tu mixes justement plusieurs choses et c'est ce côté-là qui est aussi enrichissant. Oui, alors en fait, je dis souvent que rien n'arrive par hasard parce que je n'ai pas décidé il y a très longtemps d'être intéressée par l'intergénérationnel. Je pense que c'est lié un peu à mon parcours de vie. J'ai grandi dans un centre équestre où avec mon papa, je donnais des cours d'équitation et je donnais des cours d'équitation à des plus jeunes et des plus anciens. Donc déjà, j'avais un peu remarqué la différence entre donner des cours à des enfants de 10 ans et donner des cours à des personnes plutôt de 50 ans ou 60 ans. Et ensuite, dans mon évolution professionnelle, j'ai commencé commercial et après, j'ai managé. Et à 26 ans, j'ai été manager. Et je manageais des personnes qui avaient 50 ans. Donc déjà, j'ai commencé à mettre un pied sur ce sujet d'intergénérationnel et d'arriver à se comprendre. Ce qui n'était pas facile parce que déjà, j'étais en posture manager jeune et manager des seniors qui avaient donc une expérience que moi, je n'avais pas. Et moi, j'avais une autre vision sur l'école. Et puis ensuite, j'ai fait, il y a 5 ans, je suis retournée sur les bancs de l'école et j'ai fait un master et j'ai voulu sortir dans l'univers dans lequel j'avais évolué dans des entreprises internationales sur la cosmétique. Et 25 ans chez Chanel. Voilà, c'est ça. J'ai fait 25 ans dans le groupe Chanel pour la marque Bourjois, où je manageais des commerciaux sur la moitié de la France. Donc j'ai fait un peu le sud, après l'ouest, mais j'ai fait 25 ans de management, j'ai pratiqué le management. Et donc quand j'ai repris mes études, quand je suis retournée sur le banc de l'école, j'ai fait mon mémoire, j'ai voulu sortir du milieu cosmétique, revenir un peu sur le côté terrien, et j'ai fait mon mémoire dans un organisme de formation pour les moniteurs d'équitation. Et là, j'étais vraiment confrontée à l'intergénérationnel, c'est-à-dire que les stagiaires
Les formés avaient entre 18 et 25 ans et les tuteurs et les formateurs avaient entre 45 et 60 ans. Et ce qui était très intéressant, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait de l'immersion, donc vraiment avec chaque groupe, et ressortait ce qu'on vient de dire sur les clichés. Et en fait, oui, ça m'est apparu un peu comme une évidence, où je me suis dit, mais il faut que je trouve un moyen pour aider ces personnes à mieux se comprendre, parce qu'il y avait beaucoup plus de déperdition sur des échanges où on ne se comprend pas et chacun restait sur ses entités, sur ses positions, sans se comprendre. Donc, comme on disait, sur les jeunes sont feignants, voilà. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place des ateliers, mettre en place des outils pour pouvoir relier et leur faire comprendre qu'il y avait une vraie richesse, parce que l'expérience des anciens, des seniors transmis aux plus jeunes, et les plus jeunes, avec toute la technologie, toute leur approche différente sur la société, et ils ont une aisance sur le digital qui est différente de notre génération. Nous, on est la génération X, mais même dans les tuteurs, il y avait des baby-boomers. Donc, en fait, il y avait vraiment des grandes différences de compréhension entre toutes ces générations. Et j'ai mis en place des ateliers, on s'est mis autour d'une table, et là, c'était vraiment magique. Je me suis dit, faut que ça a donné un sens, et je me suis dit, vraiment, il faut que je me mette à appliquer un petit peu ce genre d'échange. Et donc, tu as fait un mémoire de recherche sur ce sujet, entre autres. Oui. Et tu l'appliques du coup au quotidien dans ton travail. C'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre ça en place, quand j'ai commencé à faire des ateliers, comme tu dis, j'ai fait des recherches, j'ai fait un mémoire, donc j'ai vraiment creusé sur cette approche. Et le mémoire était aussi lié à la place du digital dans l'entreprise. Donc il y avait vraiment un lien entre l'intergénérationnel et le digital. Et en fait, ça va très très vite. C'est plutôt que de rester sur des conflits, des postures où chacun reste à sa place et sans vouloir comprendre l'autre. Alors, ce que je dis à la plupart de mes clients, c'est juste du bon sens, mais c'est toujours plus facile de se faire accompagner et d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui coordonne, qui pose des questions, qui pose des bases, qui dirige, etc., que de le faire soi-même, parce que c'est juste de l'écoute. Oui, mais il faut revenir dans l'écoute, ce qui n'est pas toujours évident quand on est bloqué dans des clichés, dans des... Alors, pourquoi justement chaque génération pense différemment ? Alors, ça, c'est aussi lié à mes recherches, justement, de mieux comprendre pourquoi chaque génération raisonne et réfléchit et fonctionne différemment. C'est tout simplement une histoire de parcours de vie. On a vécu des décennies différentes où on a pu avoir des crises économiques. Il y a eu des guerres, l'après-guerre pour les baby-boomers. Nous, la génération X, on a connu des crises économiques, crise pétrolière. Les générations à venir, si on parle de la génération Z, ça va être une génération touchée par le Covid. Donc on a des événements sociétals, on a des événements économiques et on a des événements générationnels. Donc tout ça, ça crée, on a évolué, on a un parcours qui est complètement différent. Et même si on regarde en termes d'éducation, à l'école, si on reprend comment nous, toutes les deux, on a pu avoir un parcours pédagogique à l'école, aujourd'hui, nos enfants n'ont rien à voir. Et c'est aussi, quand tu me posais tout à l'heure la question sur qu'est-ce qui m'a amenée à travailler là-dessus, c'est aussi mes enfants. C'est aussi mes enfants, parce que j'ai une fille de 15 ans et un garçon de 18 ans. Et on échange beaucoup, on parle beaucoup. Et je sors souvent de ma zone de confort quand j'échange avec eux. Et en fait, c'est ça, c'est le parcours de vie. Donc, on a eu des crises, on a des moments forts, l'éducation qui change, la société qui change. Et tout ça fait qu'on a un vécu et un parcours où on n'a pas la même vision des choses. Et quand nous, de génération X, quand on a commencé à travailler, on avait une vision différente où c'était intégré par nos parents, où on rentrait dans une entreprise et on y faisait carrière. Et tu parles de l'éducation, autant l'éducation, j'ai envie de dire, familiale qui évolue, parce qu'il y a des choses qu'on faisait différemment avant, mais aussi la pédagogie qui est appliquée à l'école, tout simplement. Exactement. Également. Donc il y a les deux paramètres. Il y a effectivement, tu as dit, l'environnement, tout bêtement, on est né à un moment donné où il y avait des guerres, où il y avait des crises économiques qui va influencer, et effectivement, le numérique, qu'est-ce qu'il y avait comme outil, en fait, quelque part ? Comment on a été, je cherche le mot un peu... accompagné ou impacté, formaté par les outils. C'est sûr que quand je raconte à mes enfants que quand j'ai commencé, je passais mes commandes sur le Minitel,
Oui. Il y a une déconnexion. Et nous, on fait partie de cette génération où on a vu évoluer, quand on parle qu'on était au téléphone avec un fil, Oui. il y avait un écouteur, qu'on pouvait écouter une conversation qu'à deux. Toutes ces choses-là sont des choses qui permettent de comprendre. Et donc, la force de la coopération intergénérationnelle, c'est l'échange. C'est de savoir s'écouter, comprendre pourquoi on a des biais cognitifs. Donc, en fait, on n'a pas parlé encore, mais j'accompagne aussi sur tout ce qui est compétences psychosociales, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qui on est pour pouvoir mieux s'intégrer dans un groupe. Et de comprendre que la richesse fait une force et la différence est une vraie richesse dans une entreprise. Ouais. Et il y a, au-delà de ça, il y a du coup la place du travail aussi qui est différente. Alors, je vais te lire 2 phrases d'une étude de la CCI de Nantes, Nantes-Saint-Nazaire, qui est de 2024, donc une étude récente et qui je trouve est très intéressante sur la place du travail. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Moi. Alors aujourd'hui, choisir son travail compte davantage que le fait d'avoir un travail. Et deuxième phrase, les générations d'avant voient le travail comme un engagement, les jeunes le voient comme une contrainte. Oui, alors contrainte peut-être, je mettrais peut-être Un bémol sur le mot contrainte, mais en tout cas pas une priorité. Et pour rebondir, la semaine dernière, j'ai eu des échanges avec des clients très différents. J'ai un client qui a 25 ans, qui reprend donc une entreprise familiale, et j'ai un autre client qui a 62 ans et qui est en train de regarder comment céder son entreprise. Et c'est marrant les réactions et les commentaires de chacun. Et donc, lors de mes accompagnements, là, j'ai eu une personne qui me dit non, mais moi, je n'embauche plus que des gens qui ont plus de 50 ans parce que les jeunes ne veulent plus travailler. Ils veulent ma place, le cliché, ils veulent prendre ma place, etc. Donc, je préfère embaucher que des jeunes de 50 ans qui restent très impliqués et qui ont la même perception que moi du travail. Et dans ce que tu dis, c'est en effet les baby-boomers et même nous, notre génération, qu'on appelle les générations X, on revient encore à mettre des gens dans des clichés, dans des cases, quand on parle de génération baby-boomer, etc. Mais c'est juste, comme on disait tout à l'heure, ça permet de comprendre l'évolution de chacun. Mais moi, je préfère parler de décennies, d'histoire, de parcours. Et avant, notre génération, enfin en tout cas aujourd'hui, les gens qu'on appelle génération X, on était plutôt à suivre une évolution dans une entreprise. Donc on faisait un plan de carrière, il y avait une sorte de reconnaissance et on allait chercher un CDI. Aujourd'hui, si on reprend maintenant la génération plutôt Y et Z, c'est plus d'abord trouver du sens au travail. Même si nous, on aimait le sens au travail, parce qu'il ne faut pas non plus dire que les générations de X faisaient juste que chercher un CDI et n'avaient pas une volonté d'être imprégnées, intégrées dans leur emploi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de fidélité qui peut être mal perçue, mais donc on est obligé de changer en termes de management. Parce qu'aujourd'hui, on va recruter des candidats génération Y et Z où il n'y a pas un problème de fidélité ou de manque de reconnaissance, mais ils vont faire une carrière qui va être beaucoup plus courte. Ils ne sont pas d'accord pour rester en disant « j'intègre une entreprise et je travaille pendant 25 ans ». Moi, quand j'ai commencé à recruter, on me demandait quel était le plan de carrière. J'ai eu des candidats qui, quand je leur demandais comment tu te projettes dans 10 ans, dans 20 ans, à ta place, me disaient. Je trouvais ça plutôt très valorisant parce qu'il y avait une notion de progression. Mais maintenant, il faut accepter. Et c'est comme ça que cette nouvelle génération a envie de tester plusieurs choses, mais c'est aussi lié, tout à l'heure, on parlait de l'évolution économique, mais c'est aussi lié à la consommation. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Tout va très vite. Si je prends juste un exemple où aujourd'hui, moi j'ai commencé donc dans le milieu de la cosmétique, dans le milieu du parfum, je ne vais pas dire, mais voilà, on va dire il y a 25 ans, parce que quand on parle des années, tout de suite, c'est différent. Mais il y a 25 ans, il y avait une nouveauté qui sortait par an. Par marque, il y avait une nouveauté. Maintenant, tu en as 10, 20, 30, mais les linéaires, enfin, comment on appelle ça, la présentation dans les magasins ne grandit pas. Donc, plus il y a des nouveautés, ça tourne. Donc, en fait, on ne laisse pas le temps ni aux produits, et dans l'entreprise, c'est pareil. Aujourd'hui, on a changé, où avant, c'était l'entreprise qui recrutait. Donc, quand le candidat arrivait, il était vraiment en demandeur, donc il fallait qu'il fasse ses preuves, qu'il justifie qu'il était à sa place, qu'il fallait recruter, etc. Aujourd'hui, on parle de marque employeur
Et aujourd'hui, moi, dans les clients que j'accompagne, on est inversé. Oui. C'est-à-dire que le candidat est presque client de l'entreprise. Donc, il faut lui vendre l'entreprise, lui donner envie. Et le sujet aujourd'hui, pour répondre aussi à les données de la CCI, je trouve qu'on est un peu dur quand on dit que les jeunes sont volatiles, infidèles. Je ne sais plus quel terme tu as employé sur le côté où ils passent. Je t'ai dit que c'était un petit peu dur. Les jeunes voient le travail comme une contrainte. Oui, voilà. Alors c'était dans un cadre effectivement où ils mettaient un peu en opposition. C'est pas forcément exactement ce que dit l'étude. Hein. Là, je t'ai pris des phrases, brides, oui. Des brides de l'étude, bien sûr. Hein. Et en fait, ils ne veulent pas de contraintes. C'est ça en fait le vrai sujet. C'est que quand ils n'ont plus. Alors, on parle de sens, mais dans ce sens, il y a le côté valeur. Donc, valeur, c'est alors un terme que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Afficher ses valeurs, c'est bien, les incarner, c'est mieux. Et en fait, c'est ce que cherchent les jeunes aujourd'hui. La vraie quête, c'est quand je rentre dans l'entreprise, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je me retrouve dans l'entreprise, dans les valeurs, etc. Donc, sans parler de RSE à proprement dit, mais en tout cas, c'est est-ce que je suis alignée avec les valeurs? Donc, c'est là qu'interviennent les compétences psychosociales, ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire que nous, notre génération, on était plutôt sur des compétences techniques, des compétences, des diplômes. Aujourd'hui, c'est plus la personnalité, c'est plus ce qu'on appelle les soft skills, les compétences psychosociales, ou pour certaines personnes, ce qu'on appelle le savoir-être. Mais qui je suis, parce que ça va tellement vite aujourd'hui et on est tellement obligé de se former qu'il est plus facile d'avoir quelqu'un qui va avoir une certaine agilité, qui peut aujourd'hui sur les prises de décision, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui en 2025, d'oser intervenir, s'exprimer. Alors on en revient sur l'empathie, l'écoute, enfin bref. Mais aujourd'hui, on forme plus facilement les candidats parce que ça va tellement vite qu'on peut former sur de la technicité, sur des compétences autres que la personnalité. C'est plus compliqué à changer. Oui, si la personne n'a pas l'habitude d'apprendre ou apprend ou met beaucoup de temps, là on a besoin effectivement de personnes qui apprennent vite, qui s'adaptent vite, qui savent rebondir quelque part. C'est exactement ça, l'adaptabilité, l'agilité, apprendre. Le côté apprenant est très attendu dans les entreprises parce qu'on voit, je ne sais pas si tu as regardé toutes les IA aujourd'hui, ChatGPT, Gamma, tout ce qu'on peut utiliser. Ça va à une vitesse. En 6 mois, ça va très, très, très vite. Alors, est-ce que tout cela entraîne que les jeunes générations attendent aussi autant une organisation du travail différente qu'une organisation aussi de l'entreprise? Alors, de points différents. De points différents, complètement. Alors, les deux, tout à fait. Les attendent des changements par rapport aux deux systèmes d'organisation. Alors, on parle beaucoup de télétravail. Alors, le télétravail, ça fait longtemps que ça existe. Moi, quand j'étais manager, j'étais basée à Bordeaux ou à Nantes et je manageais des équipes sur Paris. Donc, la notion de distance, de management à distance, ça existait. Après, on est tombé dans l'excès pendant le Covid où les gens étaient complètement à l'extérieur et complètement en télétravail. Donc, il n'y avait plus cette reconnaissance, ce côté être intégré dans une équipe. Mais moi, je pense que la mixité est bonne aussi. Et aujourd'hui, c'est ce qui est recherché par les jeunes. Quand tu me posais la question aujourd'hui sur les attentes d'organisation des jeunes, c'est le cadre, oui, parce qu'il y a besoin d'avoir une vision, d'un cadre, malgré ce que certains peuvent penser. Les jeunes en ont besoin. Il y a besoin d'avoir un capitaine sur le bateau, de savoir où on va. Mais plus le côté chef, ça devient... Dans quelques années, je pense que ça va disparaître. Mais plus un accompagnateur. Alors, certains ne vont pas aimer mais le mot coach, mais c'est quand même, ils attendent beaucoup plus ça des organisations, c'est-à-dire une flexibilité, une autonomie. Et donc ça, c'est plus dans l'organisation de leur travail. Et pour en revenir sur l'organisation à proprement dit d'une entreprise, aujourd'hui, il y a plein de management un peu différents. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'holacratie, de le management agile. Bon, ça, c'est des termes. On peut mettre les termes qu'on veut. Moi, j'ai commencé où on appelait le management directif, participatif, collaboratif. En tout cas, on peut mettre les noms qu'on veut, mais en finalité, c'est qu'aujourd'hui, ils attendent d'être écoutés, de partager. Donc, on est plus dans on en revient à la coopération et d'être investi et de se sentir concerné, mais sans vouloir dire qu'il n'y ait pas de chef.
c'est un chef, mais avec une posture et une position différentes. J'ai bien aimé une phrase que j'avais lue sur ton site. Pour moi, le management, c'est un juste équilibre entre l'exigence et la bienveillance. Oui. Ça... Alors, exactement. Alors ça, c'est un terme que j'utilise beaucoup. Pour la petite anecdote, quand je fais mes journées d'accompagnement, je commence mes journées en disant je vais dire 2 gros mots dans la journée. Je vais parler d'autorité et je vais parler de bienveillance. C'est comme tout dans la vie, s'il y a trop d'excès, donc l'autorité avec le côté autoritarisme où on est sur la notion d'obéissance, ça ne peut pas fonctionner. Mais l'autorité du côté c'est-à-dire que j'accompagne, je donne un cadre et vraiment avec le côté un peu posture de coach où je suis à côté, j'accompagne. Et quand ça va trop, ça sort trop du cadre, là je remets de l'exigence. Et en fait, le management, c'est pas un métier facile d'être manager. C'est pas, on sort pas d'une école en disant je sais, j'ai eu des bonnes notes, j'ai passé. Le management, c'est un vrai métier où il y a une vraie remise en question perpétuelle parce que l'humain change. Et en plus, là on parle de génération, mais dans chaque génération, tu mets pas des gens dans la même case. Donc même dans les générations, ça peut changer. Et en plus, les gens changent, mais en plus, toi et moi, hier, on était différentes qu'on va être aujourd'hui, qu'on est demain. Donc le management, c'est vraiment l'écoute et c'est à l'instant T. Donc c'est vraiment, ce que je dis souvent, c'est comme une table de mixage où il faut mixer entre de l'exigence, de la bienveillance, et c'est un peu tous les jours comme ça. C'est-à-dire que de la bienveillance, c'est pas le cliché parce que j'ai un baby-foot dans mon entreprise et j'ai un happiness officer, Oui. voilà, quelqu'un qui s'occupe du bien-être de mes salariés. Mais s'il n'y a que ça, ça a du mal à fonctionner parce que les gens ont besoin d'avoir cette notion d'exigence. Le côté exigence, des objectifs, un cadre, l'organisation, la structure. Enfin, voilà, c'est-à-dire que même si on parle dans la flexibilité, on parle des horaires. On n'est plus aujourd'hui, sauf quand on travaille dans le commerce ou dans la restauration avec des horaires précis, mais aujourd'hui, on est plus sur ce côté flexibilité où quand j'ai une mission à exécuter, mais la mission, donc par exemple, moi quand j'avais mes commerciaux, les commerciaux exécutaient leur mission, j'avais pas d'exigence sur l'horaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. C'est une demande d'autant plus des jeunes, ça, que poussent les jeunes en tout cas. Oui, oui, puis quand tu regardes les jeunes aujourd'hui, la génération Z, parce qu'on parle de Z, mais Alpha arrive, et puis après, tiens, la dernière, donne-nous c'est un peu les générations, justement, les dates, parce que je pense qu'on est souvent perdus. Enfin, alors, les grandes zones. Oui, les grandes zones, parce que les dates, oui, ça peut changer un peu. Oui. Les baby-boomers, c'est ceux qui se rapprochent de la retraite. C'est ceux qui sont nés en 65. Je ne veux pas trop parler d'années, pas trop après. Mais en fait, ça, c'est les baby-boomers sont plutôt à la retraite. La génération X, c'est nous qui suivons. Donc, dans 15 ans, on sera en retraite. Je te donne des petites dates. La génération Y, qu'on appelait les millennials, donc c'est ceux qui sont plutôt entre 30 et 45. Et ensuite, tu as la génération Z, donc qui là arrive sur le marché du travail, qui aujourd'hui ont entre 20 et 25 ans. Oui. Et après, tu as la génération Alpha qui, je crois que ma fille qui est née en 2009 est entre les deux, c'est avant 2010. Et donc 2025, ceux qui sont nés cette année seront la génération Bêta. D'accord. Voilà, alors, on est reparti au début. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, c'est avec les lettres grecques, mais je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais ça permet de comprendre un petit peu l'évolution, la posture de chaque génération. Oui, parce que ce que tu mets bien en avant aussi, c'est qu'il ne faut pas cloisonner, justement. Non. Là, on en parle parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler de ces générations. Donc c'est pour se repérer. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ta question sur les croyances. Parce que en fait, le terme croyance, préjugé, jugement, j'aime pas trop quand on dit lui, il est baby-boomer, il est trop vieux, lui, il est Z, il est trop jeune et il n'est pas impliqué. Ça permet d'identifier quel est le vécu de ces personnes sur le côté économique, sociétal, comme on disait aussi sur la pédagogie, sur l'apprentissage. Ça permet d'identifier en disant on ne peut pas demander... c'est très juste primaire. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a 60 ans d'utiliser l'IA comme quelqu'un qui en a 20. Ça paraît du bon sens, mais au moins, juste de comprendre qu'il faut rester dans l'écoute, dans l'adaptabilité, et on ne peut pas avoir des exigences suivant les décennies.
Oui. On ne peut pas avoir les mêmes exigences. Bien sûr, les gens qui sont nés dans le numérique ou avec un ordinateur, un téléphone à 5 ans, parce que c'est voire même plus tôt. Oui, exactement. Là, tu vois, dans l'exemple que je te donne l'exemple de baby boomers, tu ne peux pas leur demander d'utiliser l'intelligence artificielle avec la même aisance, mais comme j'ai certains clients qui veulent que les jeunes aujourd'hui prennent papier-crayon. Oui. C'est intéressant. Parce que l'apprentissage, c'est important, on doit écrire, ils ne savent plus écrire. Oui. Enfin, c'est d'accepter qu'on est vraiment dans une période de mutation et de changement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je vais donner un petit exemple. Moi, en général, je prends de plus en plus mes notes, je les prends sur mon téléphone, parce que ça me permet de les avoir en numérique direct, et puis j'écris aussi vite. Et je sais que souvent, j'explique aux gens, parce qu'ils me voient avec le téléphone en train de prendre mes notes, et non pas un papier-crayon, et ça peut leur faire bizarre pour les générations. Alors, face à des jeunes, non, ça ne le ferait pas. Oui, mais c'est intéressant comme point de vue, parce qu'on le voit souvent dans un sens. On voit le côté téléphone pour les jeunes, tout numérique, mais le côté effectivement de demander aux jeunes de prendre un papier-crayon, dans l'autre sens, je trouve ça très intéressant. Oui, en fait, c'est pour ça que je trouve que... Moi, je trouve que c'est passionnant. L'intergénérationnel, vraiment, je trouve que c'est passionnant. Et c'est juste de comprendre... Aujourd'hui, comme tu dis, moi, j'ai commencé aussi à... Quand j'ai commencé à gérer mon agenda sur téléphone, c'était un grand moment. Et puis juste pour te raconter aussi l'anecdote, quand BlackBerry a disparu et que je gérais mes mails sur BlackBerry, tu sais, on avait un petit clavier. Comment ça, je me retrouvais avec un écran tactile. Donc c'est d'accepter que cette évolution, il faut laisser le temps de l'apprentissage à chaque génération. Et d'accepter ce qu'il est, en tout cas dans le management, ce qu'on attend d'un collaborateur, c'est qu'il soit efficace. On attend qu'il soit efficace et qu'il soit efficient. Donc, quels sont les outils dont il a besoin? Comment ils fonctionnent? On a, sans parler de personnalités différentes, tu as des gens qui vont être plus créatifs que d'autres, tu as des gens qui vont être plus empathiques que d'autres. On a tous une personnalité différente, mais c'est vraiment d'accepter, d'écouter, et de dire de quoi tu as besoin pour évoluer. Ça ne veut pas dire qu'on te prend tel quel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en sais rien, quelqu'un de 45 ans ou de 50 ans rentre dans une société de développement web, il va bien être obligé de s'intégrer à cette façon de fonctionner. Ou tu vois, dans l'univers, par exemple, de l'équitation, le digital n'est pas la priorité. Mais il faut rester les pieds dans le sable, des rapports humains. Donc voilà, en fonction de chaque métier, on attend des soft skills, des savoir-être différents. Est-ce que la vision des dirigeants et des recruteurs doit évoluer? Ou est-ce qu'elle a déjà suffisamment évolué, à ton avis? Alors, on est encore en période de changement. Je parle souvent de la courbe du changement ou la courbe du deuil, tu sais, de passer par le déni, la colère, la compréhension, je pense que toutes ces étapes sont plus ou moins importantes. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a encore besoin. Il y a encore besoin il y a encore besoin de changement, mais ça bouge. Ça bouge. On parle beaucoup des soft skills et des savoir-être, mais je crois que là, ça devient un peu plus identifié. Et puis, alors après, on va dire que je suis dans un monde de bisounours, mais moi, je crois beaucoup aux liens humains et à la force d'une équipe et des relations et de l'interaction. Moi, j'ai connu, là, pendant le Covid, j'étais des personnes qui passaient des entretiens face à un écran avec des questions qui défilaient sur un écran, tout seul chez eux. Je trouve ça tellement dur et impersonnel parce qu'on a ces compétences techniques, on en revient encore entre les hard skills et les soft skills, mais avant tout, quand on travaille dans une équipe, dans n'importe quelle entreprise, je ne connais pas grand monde qui travaille tout seul, soit on travaille avec des clients, soit on travaille avec des collaborateurs, mais on travaille rarement tout seul. On a besoin d'avoir cette interaction. Ça a été gardé d'ailleurs les entretiens par visio, parce que là je le vois quand les gens sont à distance. C'est vrai, j'ai eu l'exemple il y a peu de temps d'une personne qui était prête, elle, à aller, c'était à 2 heures de chez elle, pour l'entretien, à y aller pour voir les gens, et ils lui ont dit non, c'est une visio. Et en fait, on en parlait, c'est marrant parce que j'en parlais encore hier soir sur de revenir. Alors, moi, je suis pour la mixité, en fait, avoir un peu de visio et un peu de télétravail et en vrai. Toujours pareil, pas rester dans un côté très cadre et très dur dans les échanges, mais dans la façon de travailler.
Mais on en revient, c'est OK, l'entretien se fait en visio. On échange, etc. Mais après, pour moi, ce qui me paraît primordial, mais on m'a dit, mais ça ne se fait que dans les grands groupes. Mais pourquoi pas les PME, les TPE, de faire un parcours d'intégration? Oui, mais... Ça, c'est indispensable. Ah bah oui. Alors, ça me paraît indispensable. C'est vrai que j'ai eu de la chance, de travailler pendant 25 ans dans une très belle maison où le côté humain était pris en compte. Et d'ailleurs, je peux en parler maintenant même en expérience et en connaissance de cause, quand on donne de l'autonomie, quand on reconnaît l'engagement, quand on va chercher la motivation de ses collaborateurs, il y a une vraie efficacité. Et à partir du moment où il y a une confiance, alors confiance mutuelle, faut que ce soit des deux côtés, il y a vraiment des vrais résultats et les gens vont même travailler plus que s'ils avaient des horaires, parce qu'ils se sentent impliqués, ils se sentent engagés et ils sont responsables de leur mission. Ça aussi, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Quelle est ta responsabilité? Il n'y a pas de petite responsabilité, il n'y a pas de petit métier. Chacun a sa place, chacun a sa responsabilité. Je donne souvent un exemple, je ne sais pas si tu connais la loi des 3 tailleurs de pierre. J'utilise très souvent c'est quelle est ma place, quelle est ma responsabilité, quelle est ma vision dans l'entreprise sur cette vision stratégique. Et je te raconterai une autre fois sur cette évolution des 3 tailleurs de pierre, où le premier, on lui dit, je vais te le faire très vite, le premier, on lui demande ce qu'il fait, il dit, je taille des pierres de 300. Voilà. Ouais. Après, mais explique-là pour... le deuxième, il dit, oui, mais je taille, ils ont déjà dans l'expression, je taille des pierres, mais pour former un mur, avec mes collègues, je vais former un mur. Et le troisième, il fait, je construis une cathédrale. Oui. Je prends souvent cet exemple-là parce que c'est juste pour dire que quand on a compris sa mission, quand on a la vision sur la stratégie et qu'on a compris son rôle dans l'entreprise... Et ça, quelles que soient les générations. Et ça, quelles que soient les générations. Ça marche avec tout le monde. Exactement. Mais c'est pour ça que quand on parlait de la nouvelle génération qui est en recherche de sens, en quête de sens. Oui. À partir du moment où ils ont compris le sens de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et quelle est leur place. Et dans les faits, un management de qualité, je veux dire de qualité, parce que... Après, voilà, il se définit différemment aussi selon la culture de l'entreprise, bien sûr, mais j'ai envie de dire, va être bénéfique pour tous les salariés, oui. Quel que soit leur âge, leur génération. Alors, on pourra faire distinction, effectivement, les effets de l'âge ou les effets de la génération, parce que c'est deux choses différentes, on en reparlera après. Mais pour revenir justement là-dessus, on a parlé beaucoup des jeunes, les seniors, ils se positionnent comment pour toi aujourd'hui ? Alors, juste quand même, la discrimination de l'âge est la première cause de discrimination en entreprise. Donc, on est quand même sur un vrai sujet. Oui. Donc, il y a beaucoup d'informations qui passent et beaucoup de communication, notamment sur LinkedIn, sur les seniors. En fait, aujourd'hui, dans le cliché, on en revient encore au cliché. Moins de 25 ans, moins de 30 ans, tu n'as pas d'expérience, tu sors de l'école, ça ne t'intéresse pas. Et 45 ans, tu es trop vieux. Voilà, donc les seniors, je les trouve moins courageux. Parce qu'ils savent se remettre en question, ils se forment. En fait, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Dans n'importe quelle génération, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la notion d'apprentissage, de continuer d'apprendre, de continuer de se former. Ça va tellement vite que si on ne se forme pas, on est dépassé. Oui. On n'est plus tellement dans l'actualité. Et aujourd'hui, les seniors, oui, c'est... Alors, sauf ils trouvent des entreprises, comme je te disais tout à l'heure, sur une amie qui me disait, nous, on ne recrute plus que des seniors. Donc, il y a ils ont leur place en entreprise, et c'est d'autant plus riche. Alors, aujourd'hui, se met en place dans cette entreprise, je crois que c'est Danone aussi qui fait ça, où ils font des systèmes de mentoring. Le mentor, mais entre générations. Donc, un senior peut avoir en mentor un jeune et qui va lui apprendre et l'accompagner sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On parle aussi beaucoup d'automatisation, etc. Et qui se sentent concernés et impliqués sur tous ces sujets. Et le senior, lui, va lui apporter de l'expérience. Et lui, voilà, le senior va lui apporter de l'expérience. Mais de se dire aussi que quand on a plus de 45 ans, on peut apprendre. C'est déjà 45 ans pour toi. Ouais. Alors, pas pour moi. Pas pour pas pour toi. Pas pour moi particulièrement, mais aujourd'hui, oui.
Justement, tu parles beaucoup, toi, de coopération intergénérationnelle. C'est ça qui t'intéresse, hein, plutôt que de distinguer justement les générations, c'est comme si, c'est comme Oui, ça. exactement. Et la richesse qu'elle apporte. Quels sont ses avantages, justement, pour toi? Tu nous as déjà un peu parlé, mais peux-tu nous les relister, Si là tu commences, oui, si, je peux t'en parler pendant des heures. D'abord, je trouve que c'est très apprenant et c'est très riche quand tu entends différentes générations échanger. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vécu, pour les gens, quand c'est se projeter dans des dîners de famille à Noël, où tu as le plus jeune, les parents, et tu peux avoir 3 générations, voire des fois 4 générations. Juste d'ailleurs, pour la petite parenthèse, ma voisine est décédée à 104 ans. Joli. Donc, on avait pas mal de générations, et je trouvais ça passionnant de les écouter, interagir. La grand-mère qui pose des questions sur tout ce monde de réseaux sociaux, de tout ce qui est Instagram, et t'as vu ça où, et des enfants qui n'ont jamais bougé, jamais voyagé, et qui sont au courant de ce qui peut se passer au Japon, etc., parce que c'est les réseaux sociaux. Cette agilité où aujourd'hui, ils sont capables de regarder une série, de tchatcher avec un copain sur Instagram, en même temps de faire les devoirs. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça peut arriver. Et en fait, ils sont capables de gérer plusieurs choses, et donc ils partagent toutes ces choses-là, et de pouvoir écouter les anciens raconter ce qu'ils ont vécu, leur expérience. Et moi, ce qui me passionne, c'est le regard, les lumières dans les yeux, où il y a une sorte d'échange, d'interaction qui sont super. Et ce qui est génial, c'est que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être en écoute et avoir envie. Oui. Si c'est juste que descendant en disant « je vais t'expliquer comment il faut faire », etc., ça ne peut pas marcher. Mais quand il y a de l'interaction et une vraie envie d'écouter, c'est ça qu'il faut amener dans l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut amener dans l'entreprise. Et c'est vraiment... Je parle d'expérience pour l'avoir fait pendant 25 ans dans mon expérience de manager, mais aussi dans mes accompagnements. Quand je dis que c'est magique, c'est vraiment... Alors, comme on en revient, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bases qui soient mises, il faut qu'il y ait quand même une organisation. Il y a toujours... Alors, parce que le souci, on est tous pareils quand on a la tête dans l'opérationnel. N'importe quel métier qu'on fasse, quand on a la tête dans l'opérationnel, on en oublie parce que ça demande de prendre un peu de hauteur. En disant... parce que ce n'est pas juste de l'interaction en disant, voilà, on va se faire un apéro sympa et on invite les jeunes de 20 ans et ceux qui ont plus de 50 ans. Ce n'est pas juste ça. C'est qu'est-ce que chacun peut m'apporter. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quand on arrive et qu'on met un sujet, une problématique, et qu'on demande à chacun quelle est sa vision, comment il se projette, quelles sont les solutions qu'il peut apporter. Et en fait, c'est en écoutant les uns et les autres qu'on dit « Ah oui, mais ça, je n'y avais pas pensé, c'est pas bête ». Et c'est quand on cumule et quand on additionne les visions de chacun, que là, il y a vraiment des résultats qui sont très intéressants. Donc, c'est arriver à mettre effectivement les gens dans une certaine écoute, dans un cadre avec un questionnement. C'est ça. Qui permet que chacun se pose et que chacun écoute. Et effectivement, donc, ça sort du quotidien, on est peut-être dans l'opérationnel où ça va vite et où en fait Oui, et en fait, ce qui est intéressant dans ce que j'applique et dans mes méthodes d'accompagnement, c'est que je mets beaucoup de mouvement. Oui. On n'est pas, parce qu'aujourd'hui, ça aussi on n'en a pas parlé, mais la nouvelle génération, on ne peut pas les laisser avec un papier et un crayon sur... il y a plus d'agilité, il y a plus de mouvement. Il y a plus de mouvement et en fait, on dit souvent que les gens, au bout de 2h30, perdent de l'attention. Là, les jeunes, ça va encore plus vite. Il faut qu'il y ait une interaction. Le côté très descendant, on les perd au bout d'un moment. Donc là, quand on met en mouvement, donc je fais travailler avec des post-it ou des échanges, etc., c'est très intéressant. Une de tes pratiques, c'est aussi l'accompagnement par le cheval. Tu nous as parlé, ou horse coaching. Hein. C'est ça. Tu nous as parlé effectivement, tu es né dans cet environnement, hein, tu as grandi dans cet environnement, et puis ça t'a toujours suivi en parallèle. Oui. Et tu as relié maintenant les deux, puisque c'est l'une des méthodes que tu utilises. Est-ce que le cheval, alors tu vas nous en dire, révèle en tout cas, fait révéler des différences? Alors est-ce que c'est plus entre les âges ou des différences vraiment de génération? Qu'est-ce que tu observes avec cette pratique? Alors, déjà, c'est toujours, ça fait maintenant 5 ans que 3-4 ans que je pratique régulièrement. C'est toujours très compliqué d'expliquer avec des mots, et parce que c'est
expérientiel. Oui. Alors, ce qui est très agréable dans cet accompagnement, c'est comme tu viens de le dire, c'est révélateur. Donc, alors, pour te projeter, pour imaginer un peu plus comment ça se passe, je mets un cheval dans un enclos qui est en liberté, donc il n'y a aucun moyen de coercition. Donc, le cheval est vraiment sans licol, enfin, est vraiment nu. Oui. Et dans ce contexte, donc c'est un enclos fermé, donc en toute sécurité évidemment. Je peux mettre une équipe, par exemple, intergénérationnelle. D'accord. Je peux mettre, si je te raconte ma dernière expérience, 7 personnes danseront à discuter avec le cheval, interagir avec le cheval, et je peux avoir de 20 ans à 60 ans. Ce qui était le plus intéressant, c'est avant de rentrer en interaction avec le cheval qui représente le monde de l'entreprise ou qui peut représenter les clients, parce qu'on a vraiment un parallèle et on fait un lien avec le monde de l'entreprise. Comment est-ce que j'arrive à lui donner des directives en étant clair? Et le cheval, les liens qu'il a, les rapports qu'il a avec nous, c'est que d'abord c'est un mammifère, donc c'est le rapport, le lien avec l'humain. Il partage les mêmes émotions que nous et la communication non verbale. C'est les 3 points qu'il a en commun avec nous. Donc ce qui est le plus important, c'est pas vraiment l'expérience même, c'est ce qui se dit avant et le débriefing qu'on fait après. Donc moi, quand j'accompagne en coaching, je suis vraiment en posture de coach. Donc je ne fais que du questionnement et j'accompagne sur la réflexion, sur les prises de conscience des clients. Donc avant, il y a une question, c'est quelle stratégie vous allez mettre en place. Déjà, c'est très apprenant, puisque comme ce sont des collaborateurs, quand ils réfléchissent à la stratégie, ils font très vite des liens avec ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place dans le milieu de l'entreprise. Donc, ils se posent beaucoup de questions, comme ça, donc il y a chacun, donc, quelle est la place de chacun? Quelle est la place de l'entité? Parce qu'en fait, est-ce qu'on fait qu'une entité, qu'un îlot avec tout le monde? Et ce qui est super intéressant, c'est de voir, alors, quand tu posais la question sur la génération ou sur les décennies, mais c'est pareil, c'est par rapport au parcours. Donc si je reviens un peu au résumé, alors on va dire que je fais un peu des clichés, mais on va dire que les générations qui ont plus d'expérience, sans leur mettre d'étiquette, vont être plus dans l'obéissance, dans le côté très directif, beaucoup plus directif. Je donne un ordre, je donne une directive, il faut qu'il exécute. Donc là, il peut y avoir des moments en disant, comme le cheval est en liberté, il faut que le cheval soit engagé. En fait, l'expérience, c'est de dire que le cheval doit faire ce qu'on lui demande avec autonomie, avec engagement et avec agilité. Complètement lié au management et aux attentes du management. Donc il y a un moment, soit on voit le cheval qui obéit, mais dès qu'il n'y a plus de directive, le cheval n'a pas d'autonomie, donc il arrête. Et après, les jeunes, ça va être différent. Donc, ils n'ont pas non plus tous ces biais cognitifs qu'on a quand on a plus d'expérience, parce que c'est ça qui nous forme aussi, l'expérience. Oui. On a retenu ce qui marche et ce qui ne marche pas, et des fois, on reste sur nos biais. Quand on est jeune, on a moins de biais, mais on reste plus sur ce qu'on a appris à l'école, et donc il y a aussi les règles, etc. Donc, mais les jeunes vont plus oser. Oui. Les jeunes vont plus oser. Sortir du cadre. Oui, vont plus sortir de cadre, vont plus faire preuve d'agilité, vont s'autoriser. Donc, c'est des fois où il faut dire attention en termes de sécurité, etc. Et il y a on va dire, moins sérieux, se prennent moins en sérieux en disant. Alors, et souvent, quand j'accompagne je dis c'est une expérience, c'est pas un exercice. Et donc, quand on a plus d'expérience, on dit je suis en train de faire, il faut que je réussisse. Oui. Les jeunes vont avoir une vision de dire oui, il faut que je réussisse, mais je vais essayer différentes méthodes. Il y a un petit peu plus d'humour. Et après, ça se retrouve un peu dans les 2 générations de se poser des questions. Est-ce que j'ai le droit de? Oui. Et après, ce qui est très drôle, c'est éventuellement de demander au cheval, est-ce que tu veux bien Ça, c'est aussi assez drôle. C'est intéressant parce que là, il me semble qu'il y a 2 choses qui sont mêlées. Il y a effectivement la génération en elle-même, le fait d'avoir grandi dans un environnement différent, d'avoir été nourri de choses différentes. Non, et il y a le fait de l'âge, tout simplement, qui fait qu'à 20 ans, on n'a pas forcément la même manière de fonctionner qu'à 60. Je prends vraiment voilà. Oui, les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, qu'effectivement, on est peut-être un peu plus rigide en vieillissant. Ce n'est pas une obligation pour moi, mais on va dire on a un peu plus des choses qui nous ont rigidifié, si je puis me dire comme ça. Mais tu as raison quand tu parles de...
moi, par exemple, c'est lié à mon expérience. Quand j'ai fait du ski, la première fois, je suis tombée. La deuxième fois, je suis tombée. Oui. Aujourd'hui, tu me demandes à l'âge que j'ai non, mais parce que j'ai des souvenirs, etc. Donc, ce que tu appelles le côté rigide, c'est pas obligatoirement rigide, sec, sérieux, fermé. C'est juste des appréhensions, de dire je l'ai vécu, je vais pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans les expériences avec les chevaux, c'est d'ailleurs très intéressant parce que les gens qui ont peur des chevaux sont beaucoup plus à l'écoute, sont beaucoup plus en observation. Donc l'expérience est d'autant plus révélatrice et apprenante, alors qu'un cavalier qui va se dire mais je connais, et sauf que ça n'a rien à voir parce que l'approche est complètement différente parce qu'on n'est pas dans de l'obéissance, on n'est pas dans du dressage. Donc le cavalier peut se retrouver un peu désemparé, un peu perdu parce qu'il arrive en connaissance de cause, en disant mais je connais, mais sauf que c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes chevaux, c'est pas le même univers. Et du coup, il y a une sorte d'appréhension et cette prise de conscience est très forte d'être dans l'instant T. Et parce qu'en fait, on observe 5 savoir-être. Parce que ce qui est intéressant, je te disais, c'est le côté stratégie, comment je prépare au départ. Mais après, c'est surtout quand j'en sors, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que l'expérience est sympa, on fait du team building. L'expérience est très sympa, peut paraître ludique, mais c'est surtout ce qu'on révèle, qu'est-ce qui en ressort. Parce que c'est surtout ça qui est le plus intéressant. Enfin, en tout cas, qui, moi, me plaît dans mon accompagnement. Ce qui est très intéressant, c'est... les prises de conscience sur les savoirs. Donc on parle de l'écoute, on parle du laisser-faire, on parle du lâcher-prise. Donc laisser-faire, c'est je ne fais pas la place d'eux. Donc ça, c'est aussi dans le milieu du travail, on connaît. Le lâcher-prise, c'est je ne suis pas dans le contrôle, tout le temps à vérifier est-ce que tu as bien fait, je revérifie ton mail. Et voilà. L'assertivité, donc l'assertivité, c'est un vrai sujet, c'est de s'exprimer avec le ton juste, d'être toujours juste. On pourra faire aussi un lien avec la congruence. Je fais ce que je dis ce que je fais. Et la temporalité, d'accepter aussi le lien avec le milieu d'entreprise, que dans une évolution, on n'a pas tous la même façon d'apprendre. Donc d'accepter qu'un candidat, qu'un collaborateur a peut-être besoin de poser 4 fois la question avant de comprendre ce qu'il a. Il y en a certains, ils ne vont pas avoir besoin, ils vont comprendre très vite. Mais d'accepter que... c'est différent selon les gens. C'est différent et surtout, donc, la force avec les chevaux, c'est qu'on n'est pas dans le préjugé. Le cheval ne juge pas, il ne préjuge de rien. Donc pour moi, pour faire passer des messages, beaucoup plus facile. Et après, ce qui est intéressant, c'est on se revoit un mois après pour faire un débriefing à froid où les gens très vite font des transpositions sur ce qui s'est passé avec le cheval. Donc ça, c'est viscéral, ça remue un peu quand même ce qui se passe avec le cheval, mais en tout cas, en termes de progression, de révélation sur un collectif, c'est très apprenant. Tu as un mot pour une phrase pour conclure justement cette coopération intergénérationnelle et ce qui est important pour toi, là, ce que tu aimerais qu'on retienne, tout ce qu'on s'est dit. Pour moi, c'est vraiment une vraie richesse et je trouve que c'est un trésor quand on a dans une entreprise différentes générations. Il faut essayer. Voilà, il faut essayer parce que je peux toujours parler, etc. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas, on a du mal à se projeter. Mais voilà, je dirais que la coopération intergénérationnelle est une vraie richesse pour les entreprises. Donc pas se limiter justement à dire moi je recrute que des seniors ou des gens dans la même génération parce qu'en fait on perd en qualité au final. Oui, puis enfin je te dirais même que c'est même du bon sens. On sait que la diversité fait une richesse. Apporte, tout à fait. Voilà, parce que là on parle d'intergénérationnel, mais après... C'est à tous les niveaux, la diversité à tous les niveaux, tout à fait. Où peut-on te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, on peut me retrouver sur Instagram. Alors, j'ai encore quelques progrès à faire sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Oui. Et après, j'ai un site internet qui s'appelle Yaeli, parce que mon entreprise s'appelle Yaeli. De toute façon, tous ces liens, je les indique toujours sous l'épisode. Alors, pour terminer, j'aime bien mettre un peu de hasard. Donc, je vais te faire tirer un nombre de 1 à 9. Oui. Une jolie petite boîte. Et puis, en fonction du nombre que tu tireras, tu me diras spontanément ce qui te vient à l'esprit. Alors, en lien avec le professionnel, ça peut être ta carrière, ça peut être notre sujet, là, d'aujourd'hui, ou de manière plus large sur le professionnel. Voilà. D'accord. Donc, je te laisse tirer, je t'en prie. Très bien. Alors, 7.
qu'est-ce que je pourrais bien te dire sur 7 ? Alors 7, si, je vais te parler des 7 jours de la semaine. On en a parlé un peu de l'équilibre vie pro, vie perso. Souvent, on dit que la nouvelle génération aime cet équilibre, mais je trouve que notre génération, on aime aussi retrouver cet équilibre. Et donc, je dirais 7 jours de la semaine avec un juste équilibre entre vie pro et vie perso. Je n'aurais même plus parler de l'arc-en-ciel, mais non, je vais y rester sur les 7 jours. Oui, parce que l'arc-en-ciel, c'est la variété. Oui, avec les 7 couleurs. Voilà. C'est intéressant, les 7 jours, parce que ça me fait penser cet équilibre vie pro, vie perso, où on dit qu'il est très demandé par les jeunes, mais il est demandé aussi par les autres générations, sauf qu'elles osaient peut-être moins le demander, et que c'était peut-être moins une évidence. En fait, c'est un peu le travail passé avant, on ne pouvait pas trop se permettre. Mais je pense que dans les faits... Alors, après, ça dépend de l'engagement dans le travail aussi. Peut-être qu'elle est... Oui, mais tu as entièrement raison sur... il faut se permettre. Et d'avoir un juste équilibre et de rester sur ce que je disais, la mission, l'exigence de c'est quoi ma mission. Je ne suis pas obligée de travailler le côté cumuler les heures. Voilà, c'est comment je m'organise et en fait on en revient aussi à ce côté organisé, méthodique et comment je m'arrive à ressourcer parce que ce qu'on appelle la vie perso, c'est comment est-ce qu'on recharge les batteries, comment on se ressource pour être encore plus efficace sur le côté pro. Et parfois, ce qu'apportent les jeunes, en fait, est un bénéfice pour les plus anciens, si je peux dire ça comme ça, pour les générations plus âgées, en tout cas, puisque effectivement, ce besoin d'équilibre ou ce besoin de sens, quand on voit tous les burn-out qu'il y a eu, bore-out, enfin, c'est souvent dû aussi à des pertes de sens, et ça se retrouve sur les générations plus âgées. Et donc, en fait, cette demande de sens des plus jeunes qui osent plus peut-être une actualité. Dire, résonne aussi avec une demande, mais qui est peut-être un peu moins évidente à exprimer sur les générations plus âgées. Donc, en fait, tout à fait. C'est d'avoir un juste équilibre. Et tu as entièrement raison sur le fait que les jeunes nous permettent, nous, aussi de nous exprimer. Et tu vois, tu as parlé du côté burn-out. Alors aujourd'hui, on met un nom dessus, etc. Je pense que ça existait avant. Bien sûr. Et on en revient sur avant, on n'avait pas tellement le droit de s'exprimer. C'est ça. Et donc le côté sois fort, tais-toi, enfin voilà, on n'a pas parlé des drivers, mais tous ces côtés-là où aujourd'hui on autorise plus à libérer la parole, mais ce qui est plutôt très intéressant pour de la construction, avant d'en arriver à des arrêts maladie, etc. Donc de trouver le juste équilibre. Et puis d'accepter, en fait quand je parle de juste équilibre, c'est que d'accepter, moi dans mon entourage, j'ai des gens pour qui leur métier, leur travail, c'est un peu leur passion et leur raison de vivre. C'est d'accepter que ces gens-là ont besoin, mais c'est quelle que soit la génération. Quelle que soit la génération. Et je dis souvent, le meilleur ami, c'est nous-mêmes. Donc c'est de savoir alerter quand on sent qu'il y a de la fatigue ou qu'il y a un déséquilibre, etc. Et puis, de pas se sentir coupable si à un moment donné, on a pris notre week-end et qu'on n'a pas ouvert l'ordinateur. Et donc, une fois de plus, l'importance de la richesse de la diversité et l'importance de l'écoute, en fait, quel que soit le sujet. Hein, on pourrait résumer. On pourrait résumer, et ça, exactement. L'écoute et la tolérance. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Merci, Laure. Merci pour cet échange. C'était avec grand plaisir d'aborder, de décloisonner tout ça. Je pense que c'était important. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invitée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Vision, un monde du travail en mutation.